Très heureuse de vous retrouver encore ce dimanche, mesdames et messieurs, pour notre messe dominicale. Je sais que vous êtes nombreux à attendre, en tout cas, cette rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je suis avec Franck Diongo, qui est député national. Et comme je l'ai posté sur mes pages professionnelles, eh bien, je recevais Franck Diongo beaucoup de questions au fusil. D'ailleurs, je vais tout lui poser une des questions des internautes. Franck Diongo, vous êtes opposant, c'est bien connu. Mais maintenant, il y a une grande opinion qui pense que nous, les opposants congolais aujourd'hui, joue un peu un sale jeu. On dit que vous êtes opposant le jour, mais la nuit, vous bouffez, entre guillemets, l'argent du pouvoir. Donc, vous avez une double face, en fait, les opposants congolais. Est-ce que Franck Diongo partage ce point de vue de la population congolaise, une grande frange d'ailleurs de la population, qui est un peu déçue de ses opposants? Madame, je commencerai par vous remercier de nous avoir invités et nous avoir associés au débat démocratique. Il est difficile de parler de soi-même. On reconnaît les arbres par ce fruit. La vérité est têtue. Chacun répondra de ses actes devant l'histoire. Mais vous pensez quand même qu'il y a ces genres d'opposants existent, qui sont opposants le jour et mangent dans tous les râteliers le soir? Je sais que la population congolaise connaît le parcours et l'identité de chacun de nous. Je ne juge pas, je ne tranche pas. Je crois que ceux qui ne sont pas vrais, les masques tombent, tomberont et ont déjà tombé. Franck Diongo, pourquoi l'opposition aujourd'hui se présente en ordre dispersé devant les enjeux de l'heure, hein? Aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs sons de cloche et pourtant, vous représentez pour 2016 une alternance. Pourquoi vous n'êtes jamais un? L'opposition n'est jamais une, vraiment ensemble pour défendre les intérêts de la population. Non, moi je pense que ce qu'il faudra noter, madame, ce que l'opposition, la vraie opposition congolaise, sur la population qui est victime de la malgouvernance de l'actuel régime au pouvoir. Voir l'opposition comme un sujet unitaire, c'est une grande erreur de perception. L'opposition reste plurielle, diversifiée, et même en France et dans tout le pays. Aujourd'hui, la population congolaise, si elle est trahie par la totalité de l'opposition, Dieu suscitera un leader. Ou alors, parmi ceux qui sont restés fidèles à l'idéal du changement, la population s'accrochera à soutenir ce leader-là. Et je pense qu'à ce jour, tous les opposants qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas sincères, la population est au courant et sanctionnera. La toute dernière question des internautes, mesdames et messieurs, c'est vrai que beaucoup d'opposants ont été élus lors des dernières élections avec l'effigie d'Étienne Tshisekedi. Beaucoup ont été élus sous le couvert d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, vous avez dit que nous, la population se pose la question, est-ce que Franck Diongo a été élu aussi sous le couvert d'Étienne Tshisekedi? Mais si c'est vrai, pourquoi est-il au Parlement? Parce que Étienne Tshisekedi avait demandé à ceux qui partageaient ses points de vue de ne pas être dans les institutions. Madame, vous savez que vous êtes une femme qui a une grande expérience dans les combats politiques, comme un journaliste de renom. Je réponds à cette question par respect à votre personnalité, à votre personne, mais en réalité, je ne devais pas répondre à cette question. Franck Diongo est président du MLP. J'ai été élu en 2006 comme président du MLP, comme député. 4e sur 900 candidats. Aujourd'hui, en 2011, sur 1500 candidats, je suis premier. J'ai battu tous les partis politiques, y compris l'UDPS. Tu as la réponse, madame. Ok. Voilà, nous prenons le premier dossier qui est consacré à l'institution président de la République. D'abord, l'inauguration de l'aéroport modulaire par Joseph Kabila. Deuxièmement, la remise de rapport des gouverneurs au président de la République. Notre rédaction a réfléchi à haute voix sur la plainte du chef de l'État contre quelques Congolais. Suivons. Ce même geste sera posé 2 fois par le président de la République. D'abord, pour inaugurer la nouvelle aérogare modulaire. L'ouvrage, construit sur une surface de 10 000 m², se veut moderne, répondant à l'ensemble des normes et exigences internationales.
Joseph Kabila va prendre le temps de passer en revue la qualité du travail abattu par la société française Alpha Airport. Ensuite ici, à la tour de contrôle, une bâtisse de 32 mètres de hauteur d'une architecture révolutionnaire sortie du terre. De quoi impressionner les convives, venus nombreux pour la circonstance, mais aussi rassurer le Raïs qui voit ainsi l'une de ses visions se concrétiser. Voilà qui veut dire au gouverneur de la ville de Kinshasa qu'il s'agit là d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans l'amélioration des infrastructures aéroportuaires, d'où le sens mais plus la symbolique que revêt cette manifestation. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, nous affirmons avec force que la révolution de la modernité ne constitue en rien un catalogue de bonnes intentions, mais qu'il s'agit plutôt de la résultante d'une ambition et d'une action planifiée avec une vision claire et précise. Si la nouvelle tour a un caractère durable, cela n'est pas le cas avec l'aérogare modulaire, qui est transitoire. Mais ce provisoire n'est pas appelé à perdurer, rassure le ministre du Transport. Toujours sur ce site de Djili, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déjà instruit le gouvernement en vue de l'érection d'une aérogare définitive, compatible avec les dimensions, la démographie et les ambitions à l'émergence de notre pays. Cette modernisation de l'aéroport international de Djili entre dans le cadre du projet prioritaire de sécurité aérienne et inclut la réhabilitation de 3 autres aéroports du pays, notamment celui de Goma, Lubumbashi et Kisangani. La vague des travaux va également toucher d'autres aéroports du pays, la négociation d'un autre projet prioritaire de sécurité aérienne étant déjà enclenchée, rassure le gouvernement. C'est depuis le 11 juin dernier que le gouverneur a reçu du chef de l'État l'instruction d'élargir les consultations dans leur province. 10 jours après, les revoici, chacun avec son rapport. Je crois que la primaire de nos conclusions revient au chef de l'État. Mais ce que l'on doit retenir par rapport à l'option fondamentale que tout le monde a souhaité, notamment le dialogue national, eh bien, unanimement, 99% de nos populations ont souhaité que pour des élections apaisées, il soit organisé un dialogue national pour que les populations congolaises se parlent. En marge de ces dépôts, une autre actualité va s'inviter dans ces échanges entre Joseph Kabila et le gouverneur des provinces. Il y a une question qui circule sur Internet. Il y a une question qui préoccupe les populations congolaises au sujet de certains de nos collègues gouverneurs qui auraient été assignés, je l'ai dit bien, au conditionnel en justice. Eh bien, en tant qu'homme d'État et homme politique, on ne peut pas se fier à des rumeurs. Le chef de l'État était clair là-dessus, que les hommes d'État et les hommes politiques ne se fient jamais à des rumeurs et que donc il est inopportun de faire un commentaire sur des rumeurs. Ce conseil de Joseph Kabila vaut également pour la population que les gouverneurs invitent à se boucher tout simplement leurs oreilles s'agissant de cette rumeur. C'est le tout premier acte fort que pose Luzolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. L'ancien ministre de la Justice semble avoir récupéré d'une autre manière son opération Tolérance Zéro, dont les bilans restent controversés. La plainte qu'il a déposée au procureur général de la République vise plusieurs personnalités du pays. Mais selon l'agence France Presse, il s'agit d'un document de 20 pages qui vise 4 gouverneurs de province et un ancien directeur de cabinet du chef de l'État. L'on cite Moïse Katumbi du Katanga, à qui l'on reprocherait la fraude douanière, Marcelin Chisambo du Sud Kivu, Ngoïka Sanji du Kasaï oriental et Alex Kandé du Kasaï occidental pour corruption, ainsi que Beya Sikou, reproché d'avoir empoché des pots de vin en échange de l'attribution du marché du raccordement de Kinshasa par fibre optique à Mwanda. La plainte demande juste au procureur général de la République d'enquêter sur les allégations de fraude douanière et de corruption, reprochées non seulement aux précités, mais aussi à certains anciens hauts fonctionnaires. Quelles leçons tirer de cette plainte? En tout cas, certains observateurs estiment qu'il s'agit d'un engagement fort du chef de l'État à en finir avec la corruption au pays. D'autres qui saluent cette action judiciaire craignent qu'il ne s'agisse tout simplement d'effets d'annonce. Cette plainte
tombe à un moment déterminant du pays la recherche de la cohésion nationale à travers un dialogue. La comparution de ces gouverneurs pourrait-elle empêcher le bon déroulement des consultations à la base? En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Franck Diongo, est-ce que vous êtes allé personnellement déjà visiter l'aérogare modulaire de l'aéroport de Ndjili? Je ne suis pas allé, mais je suis la situation et pendant la construction et jusqu'à aujourd'hui. Comment vous trouvez cet aérogare? D'abord, Madame Paulette, laissez-moi vous dire mon étonnement sur la propagande, sur la publicité. Notez que d'abord, l'hôtel du gouvernement ont fait la publicité, déjà. Ça sera inauguré probablement le 30 juin. L'hôtel du gouvernement est pour avoir décaissé 35 millions de dollars non budgétisés. Je vois la publicité, ça fait une honte. J'ai mené une étude comparative entre l'Angola et la RDC. Pourquoi je suis déçu de la publicité? Notez que la partie de l'aéroport de Kinshasa, appelé aéroport international de Ndjili, qui venait d'être réhabilité, avec quel fonds? C'est la Banque africaine de développement BAD qui a financé de l'ordre de 86%. La RVA, avec l'État congolais, n'a décaissé que 14%. Et dans les 14%, chaque passager contribue avec 50 $. De GoPass. Donc en réalité, on veut récupérer de l'honneur sans avoir fourni de l'effort. Notez que dans les 14% ou dans les 86% ici, cet aéroport ne pourra, l'ensemble, la totalité du travail de réhabilitation, ne permettra qu'il y ait au Congo 1 million de passagers par an. Pendant que quand je prends l'exemple, ça c'est pour les... pas même sur fonds propres. Pendant quand je compare avec l'Angola, l'Angola après presque 25 à 30 ans de guerre, construit un aéroport sur fonds propres, 3,8 milliards de dollars. Pour, bien entendu, 15 millions de passagers. Mais ils ont bien précisé que... Est-ce que nous pouvons faire de la publicité? Ce n'est pas une honte, là. Ils ont bien précisé que cet aérogare est provisoire. C'est madame, le président Kabila est 15 ans au pouvoir, madame. 15 ans. Aujourd'hui, après la fin de la guerre, combien d'années le président angolais est au pouvoir? Pour avoir construit, quand je vois la publicité de l'hôtel du gouvernement, pouvez-vous comprendre que nous avons un déficit à logement de 1 200 000 logements par an, ce qui voudrait dire que nous avons 6 millions de déficits en logement. En termes de déficit en logement, c'est 6 millions de logements que nous manquons. Alors, en 5 ans, vous allez comprendre qu'à 5 ans, nous avons, tu prends 1 200 fois 5, c'est 6 millions. Donc, en 15 ans, c'est plus de 18 millions de logements de déficit. Mais quand tu prends, est-ce que le gouvernement peut nous montrer un seul immeuble qu'ils ont construit pour les logements des Congolais? Quand je compare avec l'Angola, vous aimez bien comparer l'Angola, quand je compare avec l'Angola, c'est un pays africain qui partage avec nous les mêmes richesses, qui sort de la guerre. Pour une population de 28 millions d'habitants, comparé avec une population de 70 millions d'habitants au Congo, il n'y a pas un seul logement construit par le gouvernement. En Angola, pour une population de 28 millions, l'Angola, à 7 ans, a construit plus de 400 000 logements sociaux pour la population. Donc, c'est une honte de faire la publicité de cet aéroport. C'est quelque chose, mais c'est insignifiant, c'est insuffisant. C'est une honte, donc. Donc, je suis désolé de voir l'intérêt qu'ils accordent à quelque chose qui humilie le pays. C'est quelque chose d'insignifiant. Par rapport aux gouverneurs, on les a reçus par le chef de l'État. Ils sont venus déposer leur mémo. Je crois qu'ils ont interrogé leur administré par rapport au dialogue. Et selon le porte-parole des gouverneurs, si je peux me permettre l'expression, il a carrément dit que la population en majeure partie est pour le dialogue, pour qu'il y ait des élections apaisées en République démocratique du Congo. Franck Diongo, vous qui n'êtes d'ailleurs, on le sait d'ailleurs, votre position est claire, vous êtes contre le dialogue. Et d'ailleurs, une grande opinion pense que Franck Diongo veut la guerre. Franck Diongo ne veut pas la paix en République démocratique du Congo.
Franck Diongo a été le dernier prisonnier politique de Maréchal Mobutu. Là, nous sommes en 96, madame. Ça veut dire, de 96 à ce jour, Franck Diongo, toutes les rébellions qui sont nées ont trouvé Franck Diongo combattant et opposant. C'est pour vous dire que j'ai choisi la voie démocratique, mais la voie de la fermeté, la loyauté à la République. Je voudrais une République exemplaire. L'exemplarité, c'est dans la loyauté à l'idéal du changement, madame. Notez que la question du dialogue, il faut que les Congolais soient informés ce soir, le plus officiellement possible. Il y a ce qu'on appelle le prétexte avec arrière-pensée. Le prétexte, c'est brandir l'élément d'apaisement, déficit de moyens financiers. L'arrière-pensée, c'est quoi? C'est ça le vrai motivation qui sont lesquelles? 1. Trouver un semblant de compromis politique avec les participants au dialogue. 2. Repousser les élections présidentielles de 2016. 3. Partager le pouvoir avec les participants. 4. Rédiger un acte constitutionnel de la transition. 5. Pendant la transition de 2 à 3 ans, rédiger une nouvelle constitution parce qu'ils vont suspendre l'actuelle constitution. Vous avez compris que la constitution de la transition qui est déjà rédigée, dans la nouvelle constitution qu'ils vont rédiger, parce qu'ils vont suspendre l'actuelle constitution de 2006 que la population a votée, que dans cette constitution, il y aura quoi, Madame Paulette? 1. Dans cette constitution, il n'y aura plus la limitation des mandats. 2. On va arracher à la population de voter directement le président de la République pour que le système de l'élection du président de la République soit un système indirect. C'est ça le complot que je dénonce, que je ne peux pas participer à ce dialogue. Peut-être que les gens veulent participer par l'ignorance, mais la vérité, l'histoire me donnera raison. Rien n'est dit officiellement. Vous ne prêtez que des intentions, comme le dit vous ne prêtez que des intentions. On attendra peut-être le 30 juin. Le président de la République va parler à Matadi. Il va peut-être nous dire officiellement le point de vue, parce qu'il a écouté les forces vives de la nation. On n'a pas encore le son de cloche du chef de l'État, la position officielle du chef de l'État par rapport à tout ça. Franck Diongo, vous prêtez que des intentions, comme le dit si bien Lambert Médé. C'est vraiment que des intentions. On n'a pas de preuves sur tout ça. Madame Paulette, notez qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'un dialogue lorsqu'on est à moins d'une année de la fin de la mandature. Pourquoi ne pas dialoguer? Le dialogue permanent est nécessaire pour la survie d'une nation. Même dans le foyer, on dialogue. Entre partis politiques, on dialogue. Entre individus, on dialogue. Pourquoi vous ne voulez pas du dialogue? Quel est l'ordre du jour du dialogue? Mais ça sera dit incessamment. Quel est l'ordre du jour? Allez-vous dialoguer? Vous ne savez pas de quoi vous allez dialoguer? La question d'apaisement des élections, qui est un prétexte faux. La question des déficits de moyens financiers pour les élections, qui est un prétexte faux. Première raison, les recherches que nous avons menées, et je renvoie tout le monde au site officiel du ministère du Budget, les recherches que j'ai menées de 2012, 2013, 2014, premier trimestre de 2015, Madame Paulette, notez que le gouvernement de la République n'a décaissé pour l'organisation des élections que 15%, pendant que dans la même période, ils ont décaissé les 35 millions de dollars pour la condition d'enquête du gouvernement qui veulent faire la publicité non budgétisée. Pendant ce temps, le président de la République a fait un dépassement budgétaire de 209%. La même période, le Premier ministre a fait un dépassement budgétaire de 169%. Mais l'argent pour organiser les élections, il n'y en a pas. C'est pour vous dire que ceux-là qui n'ont pas voulu organiser les élections en privant la CENI de l'argent, parce qu'ils veulent un glissement, ils veulent une transition, ils veulent changer de constitution, on vous insulte, venez. Nous, on n'a pas voulu donner de l'argent, venez, on va vous donner un peu de pouvoir, un peu d'argent pour qu'on trahisse le pays. Participer au dialogue, c'est trahir le pays. Ça, c'est la raison, la fausse raison. Participer au dialogue, c'est trahir la République démocratique. L'idée même d'aller au dialogue, c'est insultant même. C'est insultant même. Le dialogue comme valeur démocratique,
c'est une valeur, ce sont des principes démocratiques. Et même les valeurs africaines. Dans les contextes actuels, c'est insulter les Congolais, dire vous n'avez pas de maturité à haute politique, vous n'avez pas de vision stratégique. Aujourd'hui, nous allons brandir des prétextes avec arrière-pensée. Le chef de l'État a déposé une plainte pour fraude douanière. Beaucoup de raisons ont été évoquées. Selon l'AFP, nous prenons la source l'AFP, Ambroise Mambaladi. Mais en conclusion, on se pose la question si c'est un engagement fort du chef de l'État ou simplement un effet d'annonce, selon la réflexion de notre rédaction, qui est une rédaction très très fine. Alors, je repose la même question à vous, Franck Diongo. Est-ce un engagement fort du chef de l'État pour lutter contre la corruption ou simplement un effet d'annonce? Madame Paulette, notez que l'idée de combattre l'impunité, la fraude, la corruption, au niveau de l'essence même de ces concepts, c'est positif, ça salué. Mais le scepticisme vient d'où? Parce que je ne crois pas à cette approche. Le professeur Luzolo, c'est un grand professeur de droit que je connais à Paris, que je connais sa fermeté, je connais son engagement. J'ai vu pour combattre le terrain, la spoliation du terrain de l'hôpital Kitambo, on l'a tiré dessus. Tout le monde a vu, à qualité ministre de la Justice et ministre des Droits Humains. Aujourd'hui, on est en train de tenter de spolier encore ce terrain de l'hôpital Kitambo, dont nous sommes en guerre, pour empêcher la spoliation du terrain de l'État. Donc, je crois au combat de professeur Luzolo par rapport à ses valeurs. Mais je ne crois pas à l'approche ici de la propagande. Parce qu'en fait, pourquoi cette prise de conscience tardive par le chef de l'État, M. Kabila? Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Monsieur, c'est une approche électoraliste et propagandiste. Notez que d'abord, depuis qu'ils ont révisé la Constitution, M. Kabila, comme chef de l'État, a le pouvoir de suspendre les gouverneurs et même de les révoquer. Il s'est accordé ce pouvoir. Lorsque le gouverneur et les autres collaborateurs principaux détournent 15 milliards de dollars, vous ne les suspendez pas, vous ne les révoquez pas, et vous faites une action d'éclat. Non, madame. Le principe même du contradictoire commande à ce que les enquêtes soient bien menées. Et la durée de l'enquête, ça doit passer de 6 mois à 3 ans. Il termine son mandat en une année. Quand je prends l'exemple de Katumbi, en 2009-2010, Katumbi a été accusé de blanchiment d'argent également, à Londres et en Belgique, lui avec sa famille. Blanchiment d'argent, financement de rébellion. Mais après les enquêtes, ça a été un non-lieu. Alors ça, cet effet d'annonce, pour d'intérêt politique, ça peut aboutir, après 3 ans, à un non-lieu. Dans l'entretemps, ils ont tiré des dividendes politiques. Okay. Ça peut même gêner, excuse-moi madame, oui, ça peut même gêner les enquêteurs. Parce que ceux qui sont accusés sont de collaborateurs principaux, quand je parle de Durkheim, l'ancien Durkheim. Monsieur Béassiko. Qui a été nommé proposant ambassadeur et en Belgique et en Angola. En Belgique, ils ont refusé. Est-ce que, sachant que ce professeur ou cet ancien Durkheim sera poursuivi demain, s'il a été accrédité en Belgique ou en Angola, il sera couvert par l'immunité diplomatique, il ne sera pas jugé. Cela remet en cause en fait la sincérité de la démarche, l'approche de la démarche. Cela prouve donc en suffisance que c'est un acte politiquement récupérable. Tout simplement. C'est de la propagande. Ok. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, ce deuxième tableau est consacré au dialogue. Nous y sommes et nous y restons. Le numéro 1 de la ville, de la capitale, pardon, a clôturé aussi ces consultations et nous vous proposons la réaction de la société civile par rapport à ce dialogue tant attendu et nous terminons par la restitution du dialogue. C'est avec les députés provinciaux que le gouverneur de la ville a clôturé avec ses consultations entamées depuis une semaine. Le dialogue sur fond du calendrier électoral a occupé une bonne place lors de ces entretiens. Ces élus de la capitale, dont leur majorité, se disent plutôt favorables à la tenue de ces assises. Le coût total pour organiser l'élection dans notre pays, c'est 1,2 milliard. Présentement, nous dégageons à peu près 20% d'1 milliard avec ce montant.
allons-nous encore organiser des élections ou bien nous devons attendre? Raison pour laquelle moi j'aurais souhaité qu'il y ait un dialogue. Un dialogue pour apaiser les esprits des Congolaises et des Congolais. Tous semblent également d'accord pour l'organisation d'un enrôlement pour les jeunes majeurs, à quelques exceptions près. En 2011, souvenez-vous qu'il y a eu le réenregistrement des fichiers électoraux. Ceux qui n'étaient pas enrôlés étaient enrôlés à ce moment-là. Donc même s'il y avait élection en 2011, ceux qui ne devaient pas être votés en 2011, aujourd'hui aussi, ils n'avaient pas voté. Les élections de 2015, ce sont les arriérés électoraux. Pour d'autres, ce dialogue, s'il y a lieu, devra aller au-delà des questions d'ordre électoral. Le dialogue ne peut pas seulement s'appesantir sur le déroulement des élections apaisées dans notre pays. Il faut également voir l'aspect social de la population. Parce que nous estimons que lorsque nous parlons élection, ça concerne seulement l'homme politique. Mais lorsque nous parlons le social, ça concerne le maman maraîchère qui n'ont rien à voir avec la politique, parce qu'eux aussi doivent être pris en compte. L'amélioration du social, c'est la revendication principale de ce groupe des jeunes reçus pour la même circonstance par André Kimbuta. Il salue d'ores et déjà la mise en place d'un cadre de concertation permanent au niveau de la ville, lequel devra statuer sur certains problèmes que connaît la capitale, notamment les chômages des jeunes. C'est sous cet arbre que le porte-parole de l'opposition nationaliste s'est entretenu avec sa base. Une séance de restitution qui a consisté pour Steve Mbikai d'expliquer la nécessité et l'opportunité du dialogue, de l'idéologie et la vision du parti travailliste au combat de la nouvelle classe politique et sociale. Rien n'a été oublié. L'objectif, c'est qu'il y ait de la symbiose. C'est ce que nous faisons. Vous savez, les autres, avant d'agir, ils se réfèrent à ce qu'ils appellent la communauté internationale. Ce que nous appelons la OPMP, c'est-à-dire l'opposition, elle, pro-Occident, avec la majorité, sont des sœurs jumelles. D'après nous, à la NCPS, les sœurs jumelles qui ont un seul mari, qui ont un même maître qu'on appelle les Occidentaux, qu'on appelle les impérialistes, et on habille ça, on appelle ça communauté internationale. Et nous, avant d'agir, nous nous référons aux Congolais, ces Congolais qui sont dans notre parti politique et dans notre courant politique. Vous avez vu que la majorité écrasante de notre base est tout à fait d'accord avec le dialogue politique qui pointe à l'horizon. Autre fait marquant, c'est l'installation du comité sectionnaire de Kimpoko. Il a à sa tête Médard Mukenge. Le refus des dogmes des Occidentaux, particulièrement les États-Unis, l'Angleterre et la France, dans mon sens, depuis le bas âge, c'est des pays-là que je conteste par leur système d'éliminer tous les héros nationaux. Une trentaine d'arrosoirs ont été distribués aux maraîchères, question de les encourager au travail des champs. Franck Diongo, il y a une grande partie de la classe politique qui est pour ces dialogues, mais Franck Diongo est clair et net. On vous a d'ailleurs vu même avec André Kimbuta quand il est venu vous rendre visite. Vous êtes catégorique, vous ne voulez vraiment pas entendre parler du dialogue. En quelques mots, réexpliquez encore à cette population, puisque la répétition est la mère des sciences, redites à cette population les raisons pratiques pourquoi Franck Diongo ne veut pas entendre parler du dialogue. Madame Paulette, notez que ce dialogue est un piège. Un piège pour permettre à M. Kabila, l'actuel chef de l'État, de briguer un troisième mandat. C'est ça l'intérêt de M. Kabila. C'est ça son intérêt. L'intérêt des participants, c'est parce qu'on va leur miroiter à travers un semblant de compromis le partage du pouvoir. Quel est le parcours? Ils font un dialogue. Pendant ce dialogue, quelles sont les décisions qui seront prises? Première décision, ils vont convenir de repousser les élections présidentielles de 2016. Donc il n'y aura pas d'élection présidentielle de 2016, il y a dialogue. 2, on va convenir d'une transition de 2 à 3 ans. Cette transition de 2 à 3 ans aura pour conséquence un support à travers un acte constitutionnel de la transition. Ils vont suspendre l'actuelle constitution. Pendant la transition, Madame Paulette,
ils vont rédiger une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution a pour innovation principale, l'élection présidentielle sera au système indirect, comme en Afrique du Sud. Comme en Afrique du Sud. Donc la population ne votera plus le président. Ce sont des députés, des sénateurs qui vont voter le président. On va priver la population d'élire un président. Pas seulement qu'on a changé de 2 tours à un seul tour, mais on va enlever le seul tour à ce que les députés, les sénateurs, et vous avez vu comment les députés provinciaux ont été corrompus pour élire des gouverneurs non majoritaires à l'Assemblée provinciale. Donc la population ne choisira plus un président demain. Deuxième conséquence, il n'y aura plus de limitation des mandats. C'est-à-dire, lorsque M. Kabila va se présenter à un 3e mandat, il sera un président à vie. À la fin de chaque mandat, il revient et il passe. Donc Franck Diongo demande aux Congolais de ne pas accepter le dialogue. Moi, je ne l'accepte pas. Voilà les raisons principales donc, qui nous commandent, qui nous motivent de ne pas accepter ce dialogue. C'est un piège, c'est un complot, c'est trahir les Congolais. Il n'y a rien de l'apaisement. Il n'y a rien de chercher le financement. C'est l'absence de volonté politique. C'est une action planifiée et organisée pour atteindre ces schémas pour que M. Kabila ait un 3e mandat. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, par rapport aux partis politiques. Nous avons opté pour la déclaration de l'opposition par rapport à la tenue de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et l'atelier du CDR, parti cher à Jean-Lucien Poussin. Réunis dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action, les forces politiques et sociales, des organisations de la société civile et de la diaspora mettent en cause la convocation de 2 chambres du Parlement en une session extraordinaire dont l'ordre du jour serait de débattre du projet de loi sur la répartition du siège des élections municipales, urbaines et locales. Elles estiment que cette démarche inconstitutionnelle vise à créer un gonflement inutile avec un calendrier électoral devenu obsolète et totalement dépassé. D'où l'appel lancé au groupe parlementaire de l'opposition de s'abstenir d'y participer. Les forces politiques et sociales demandent au groupe parlementaire de l'opposition de s'abstenir de participer à cette session extraordinaire convoquée uniquement dans le but d'obtenir le glissement des élections présidentielles et législatives de 2016. L'opposition invite M. Kabila à se rappeler le sens de son serment qu'il a prêté devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Le non-respect de ce serment constitue une infraction de haute trahison. Initiative soutenue par la jeunesse de l'opposition politique congolaise qui milite pour l'enrôlement de nouveaux majors et la mise à jour du fichier électoral. Nous continuons à demander que les opérations d'enrôlement soient ouvertes pour permettre aux jeunes majeurs, ceux compris entre 18 et 22 ans, d'être enrôlés de telle sorte que le fichier électoral qui nous conduit vers les élections soit un fichier nettoyé et inattaquable. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de nous rendre compte que toutes les couches de la société sont sensibilisées autour de cette thématique. Les forces politiques et sociales de l'opposition appellent le peuple congolais à rester vigilants et à s'armer du courage pour barrer la route à quiconque tenterait de violer la Constitution de la République. Elles encouragent la communauté internationale à soutenir le peuple congolais pour l'aider à préserver ses acquis de la démocratie et de la sécurité internationale. Le changement, c'est maintenant. Les changements, c'est maintenant. Le courant des démocrates rénovateurs y croit malgré sa jeunesse. Déjà, ces candidats députés provinciaux et leurs suppléants ont été présentés à la base. Cet atelier a permis au vice-président chargé de l'émergence du parti et de la communication de présenter l'historique du CDR et son projet de société, la cohésion au sein du parti et les buts poursuivis. Ces assises ont pour but de substantialiser davantage la cohésion entre les membres du CDR pour que nous puissions avoir des députés ou bien des élus responsables, des élus conscients de leur part à réaliser pour que ce parti devienne véritablement un acteur qui apporte des pierres constructives à la légifération de ce pays, à sa gestion. Les courants des démocrates rénovateurs
est un parti cher à Jean-Lucien Boussa. Il y est considéré présidentiable. Les processus électoraux et les droits et obligations des candidats ont également été évoqués. Le CDR restait confiant malgré son jeune âge. Nous sommes confiants, nous avons fédéré de bonnes compétences et de bonnes expériences au sein de ce parti. Et un travail de déploiement a été opéré sur terrain. Ce travail est constructif et progressif. Nous savons qu'il y aura des justes retours. Notre jeune âge ne nous interdit pas d'asseoir des valeurs. Après débat et échange d'expériences, les membres du courant des démocrates rénovateurs ont pris l'engagement de construire des bases électorales à travers tout le pays. Franck Diogo, est-ce que vous faites partie de cette branche de l'opposition qui va boycotter la session extraordinaire prévue normalement? Je ne sais pas si la question est bien posée, mais notez que la question de la session extraordinaire a une approche politique et une approche juridique. Vous allez boycotter ou pas? Non, mais moi, laissez-moi vous donner la lumière. Je vous donne ma position. Mais c'est clair, vous boycottez ou pas? Je ne participerai pas. Voilà, c'est la question que j'allais poser. Je ne participerai pas. Je ne participerai pas. Pas parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais je vais te dire pourquoi je ne participerai pas. Quelles sont vos raisons? Et quelle est mon approche, en fait? L'approche qu'il faut noter dans la session extraordinaire, sur l'approche juridique, le président de l'Assemblée nationale peut convoquer la session extraordinaire. Et lorsqu'il convoque la session extraordinaire, il ne négocie pas avec les députés. Il n'a pas négocié avec la majorité de l'opposition. Ça, c'est sur le plan de la légalité de l'acte. Donc, une session extraordinaire ne se négocie pas. De deux, un président de la République, par rapport à son pouvoir, peut demander la convocation de session extraordinaire. D'ailleurs, pendant la transition, c'est le président qui convoquait la session extraordinaire. Mais nous, dans la constitution on a rédigé, on a dans la séparation de pouvoir, il ne faudrait pas que quelqu'un d'une autre institution convoque la session extraordinaire d'une autre institution. C'est pourquoi dans la constitution nous avons demandé que l'Assemblée convoque, ou le Parlement convoque à travers les deux chambres. Ça, sur le plan de la légalité, la convocation d'une session extraordinaire ne se négocie avec aucun député. Il n'y a personne qui peut amener un article de la Constitution ou du règlement intérieur. Donc, sur le plan de la légalité, la Constitution, la session extraordinaire peut être convoquée à tout moment sur la volonté, soit du président de l'Assemblée ou de l'initiative du président de la République. Ça, c'est la légalité. Mais sur le plan politique maintenant, sur le plan politique, est-ce que une session extraordinaire peut être convoquée où on va incorporer la loi qu'on venait de rejeter? Parce que la loi sur la répartition des sièges, en fait. Oui, la loi sur les élections locales, normalement. OK? Cette loi-là, Madame Paulette, les élections locales, dans la vision du MLP, et c'est la raison qu'on ne participera pas, pas la raison que les autres ont avancé. Pour le MLP, on ne peut pas avoir les élections locales avant 2017. On ne peut pas avoir les élections locales avant les présidentielles, les députés nationaux et les députés provinciaux. Ça doit venir après. Ça doit venir après toutes ces élections-là. Et c'est comme ça que le MLP a pensé qu'en 2016, on organise toutes les élections. C'est-à-dire en 2016, et le même jour, on fait les présidentielles, on fait les députés provinciaux, on fait les députés nationaux. C'est pourquoi on a rejeté l'actuel calendrier. Et pour montrer qu'on n'a pas rejeté parce qu'on n'est pas prêt, à Kinshasa, j'ai présenté mes candidats, Franck Diogo va aligner 40 candidats sur 44 députés à élire. Et j'ai allié des candidats, même à l'intérieur. C'est pour montrer que lorsqu'on défend une position, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aller aux élections, on a peur des élections. Donc, nous, même que nous avons déposé les candidatures, nous souhaitons... Mais expliquez un peu cette loi-là de la répartition. Qu'est-ce qui cloche dans cette loi de la répartition? D'abord, le vrai problème. La petite territoriale pose beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, le découpage territorial. Les nouvelles provinces ne sont pas encore installées. La manière qu'on a fait le découpage territorial pose beaucoup de problèmes sérieux. Donc, aller aux élections locales, ça menait le pays dans les chaos, dans la guerre. Et d'ailleurs, les élections locales coûtent plus cher que toutes les élections. Vous dites que vous n'avez pas de l'argent, vous ne voulez pas faire le présidentiel.
Vous ne voulez pas faire les députés provinciaux, les députés nationaux, vous voulez faire les élections locales, alors que l'élection présidentielle a le calendrier de l'élection présidentielle est constitutionnel. Les élections, bien entendu, locales, n'ont pas de délai constitutionnel. La preuve est que les élections locales de 2006 n'ont jamais été tenues. Si on s'en tient au prétexte de mise que les élections locales sont des arriérés, ce sont les arriérés de 2006. De 2006, normalement. À quel moment on va arrêter le temps pour rattraper les arriérés de 2011, pour rattraper les arriérés de 2016? À quel moment on va arrêter le temps? Tout ça sont des manœuvres politiciennes. Dans cette logique-là, dans cette approche, l'MLP qui ne croit pas aux élections locales, qui n'aime pas le chaos, ne peut pas participer à une session extraordinaire où on parle de ces élections locales, où on vote la loi sur les élections locales. Parce que les élections locales ne constituent pas une urgence. Mais quand est-ce qu'on peut parler de ça alors? C'est pour vous dire, aujourd'hui le pays a d'autres priorités. Dans cette approche-là, l'MLP a levé l'option de ne pas participer à cette session pour cette loi-là. Mais quant aux autres matières, vous allez participer? Non, on va participer aux autres matières. D'ailleurs, les députés, tous les députés qui ont parlé, ils ont toujours participé aux sessions extraordinaires. Ils ont toujours participé aux sessions extraordinaires. Donc, j'ai un problème de franc-parler, de parler clair et de parler vérité. La population a besoin d'une bonne information et de la réforme. Est-ce que les élections... Donc, Franck Diongo, j'ai terminé, madame. Oui. Franck Diongo et l'MLP, nous ne pouvons pas participer à une élection, à une session extraordinaire où on parle de la loi qui a été rejetée. Est-ce que les élections amener le pays dans les chaos? Est-ce que les élections locales, urbaines et autres sont moins importantes que les élections présidentielles ou des députés? Aujourd'hui, madame, l'intérêt national, la demande nationale, la volonté nationale, c'est de laisser toutes les élections et d'obtenir les élections présidentielles de 2016. Pourquoi vous vous focalisez simplement sur l'élection présidentielle? L'élection présidentielle parce que M. Kabila est fait mandat et que le calendrier de l'élection présidentielle est constitutionnel. C'est la seule élection dont le calendrier est dans la Constitution. Ok. Alors, de deux, vous pouvez faire les élections locales aujourd'hui. Et si les gens refusent, par exemple, Franck Diongo n'acceptera pas que M. Kabila soit présent au-delà de 2016. Moi, je n'accepterai pas. Il y a des gens qui n'accepteront pas, qui vont remettre à cause l'autorité d'acteur chef de l'État. Alors, même si vous élisez des bourgmestres, des chefs de collectivité, les chefs de localité, ils vont asseoir leur autorité ou lorsque tout pète à la tête. Ok. Et donc, par rapport à un apaisement dans les sens d'être sincère. Par rapport à l'enrôlement des nouveaux majeurs, c'est une des préoccupations de l'opposition aussi. Il faut qu'on enrôle plus ou moins 5 millions de jeunes qui ont atteint leur majorité récemment. Voilà l'approche du MLP de Franck Diongo. Je suis content que j'ai suivi l'honorable Sessanga. Moi, j'ai dit à Sessanga, ceci, en plénière. Voilà la recette de Franck Diongo. Je rejette le calendrier, mais vous avez pensé qu'il faut l'améliorer. Vous n'aurez aucune réponse. Voilà ce que j'ai dit à l'honorable Sessanga. 1. Voilà ma recette. Il faut que toutes les élections aient lieu en 2016, et les provinciales, et les présidentielles, et les députés nationaux. De sorte qu'on enrôle tous les enfants qui ont atteint l'âge de voter. Là où l'opposition est tombée dans les pièges de la majorité, c'est quoi? Les enriérés des élections n'existent pas ni en droit parlementaire, ni en droit constitutionnel. C'est encore un piège. L'opposition ne peut pas accepter que ce sont des enriérés des élections. Ça n'existe pas, en fait. Non, c'est un manquement électoral, madame. Parce qu'on n'arrêtera pas le temps pour compenser les arriérés. C'est une élection ratée. Donc c'est perdu. C'est perdu. On n'arrêtera pas le temps. C'est perdu. C'est un piège de la majorité et l'opposition est tombée dans le piège. Vous comprenez? Il n'existe pas d'arriéré en matière électorale. Tu sais, l'arriéré des salaires, on doit compenser l'arriéré des salaires. À quel moment, aujourd'hui nous sommes en 2015, à quel moment arrêter l'État pour compenser les arrêts des élections de 2006, de 2011? Parce que chaque élection doit faire son mandat. Donc, vous ne pouvez pas exiger, reconnaître que ce sont des arrêts des élections de 2011,
et exiger l'enrôlement de nouveaux majeurs, c'est contradictoire. Parce que, et puis nous on fait les élections en 2015. Les gens qui ne devaient pas atteindre l'âge de voter. Or, le vrai problème c'est quoi? Lorsqu'on a atteint l'âge de voter, les enfants là ont droit de voter. C'est leur droit, c'est un droit civique. C'est un droit, ils doivent voter. Or, là où la majorité a piégé à travers la CENI, ce sont des arriérés, parce que là dans les calendriers de la CENI c'est quoi? Les élections présidentielles des députés nationaux de 2016, on va enrôler tous ces jeunes-là. Mais on ne peut pas les enrôler pour voter les provinciales. C'est un piège que l'opposition n'a pas démasqué, que Fang Diongo démasque. Donc les enfants-là doivent être enrôlés pour voter. Pour toutes les élections. Toutes les élections. Et Fang Diongo propose sa recette de voter en 2016. Donc aujourd'hui, on ne peut pas défendre quelque chose de son côté. D'ailleurs, le fait d'exiger l'enrôlement, si on acceptait l'opposition qui a déposé des candidatures, voilà le contraste. Les opposants à 95%, ou la totalité des opposants, ont déposé des candidatures. Tous les partis qui Pour les élections provinciales. Pour les élections provinciales. Pourquoi n'ont-ils pas dit, parce qu'on n'a pas de nouveau majeur, on ne dépose pas les candidatures? Or, vous avez déposé les candidatures pour les élections qui vont se tenir en octobre. Faire l'enrôlement des nouveaux majeurs, aujourd'hui, c'est 3 à 4 mois. Et la majorité dit qu'ils n'ont pas l'argent de la CENI. Si aujourd'hui, Madame Paulette, on vous dit, ok, on enrôle un nouveau majeur, il faut 3 à 4 mois d'enrôlement. Les élections seront repoussées en 2016. Est-ce qu'on ne joue pas le jeu de glissement de M. Kabila? Voilà la lucidité que j'invite les Congolais à comprendre. L'enrôlement des nouveaux majeurs, oui, mais il faut rejeter le thème arriéré des élections. Ok. Vous comprenez? Nous poursuivons. Vous ne pouvez pas accepter les arriérés des élections et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Je mets en défi tous les spécialistes. Ok, nous poursuivons, mesdames et messieurs. Il y a un messieurs. manquement électoral. Voilà, donc selon Fang Diongo, les arriérés électoraux, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas en fait. Non, parce qu'on peut à quel moment on va compenser? Non, c'est déjà passé, on oublie. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège, on ne peut pas accepter qu'il y a arrêt des élections. C'est un manquement des élections, un manquement électoral. Voilà, c'est déjà passé, donc on oublie et on fonce. Donc ce condensé, mesdames et messieurs, est consacré à nos ministères de choix, comme à l'accoutumée chaque semaine, le ministère du Plan et le ministère de la Communication et Médias. Avant la lecture du rapport synthèse, le ministre du Plan a félicité les participants pour la qualité du travail abattu sans relâche durant ces assises. L'objectif visé était de renseigner sur les progrès réalisés entre 2012 et 2015, de proposer les ajustements nécessaires des actions contenues dans le programme d'action prioritaire renforcé en vue d'accélérer et d'atteindre des résultats en 2016, d'inculquer dans l'administration la culture des suivis et d'évaluation de politiques de développement et de disposer des statistiques fiables pour les besoins de planification. Olivier Kamitatou a invité les cadres de l'administration publique, les experts et partenaires participant à ces travaux à réfléchir et à jouer pleinement leur rôle, chacun dans son institution, pour l'aboutissement de ces processus, notamment l'élaboration du prochain plan national stratégique de développement 2017-2021. L'exercice d'intégration dans les rapports de la revue des programmes, sous-programmes, projets et activités des ministères sectoriels va permettre au gouvernement de donner suffisamment de visibilité sur ses priorités nationales et va permettre l'alignement des interventions du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour l'exercice 2016. L'exercice va permettre également des allocations budgétaires rationnelles des ressources en fonction des priorités et des résultats recherchés à travers un cadre de dépenses à moyen terme. Le rapport synthèse de chaque secteur ainsi que la liste de thématiques établies qui seront présentées au cours de l'atelier de revue globale du 2 et 3 juillet prochain jette les bases d'une validation politique des documents issus des présentes assises. Pour le ministre du Plan et de la Révolution de la modernité, l'objectif assigné à l'issue de cet atelier technique a été atteint. À l'en croire, l'année 2016 est certes une année politique, mais également de développement.
Vous avez suivi le ministre Kamitatou, mais moi j'aimerais bien vous poser la question en tant que député national proche du peuple, comme vous le dites si bien. Quelles sont pour vous, Franck Diongo, les priorités pour le peuple congolais actuellement? On doit prioriser quoi en fait pour le peuple congolais? La grande priorité aujourd'hui pour le peuple congolais, ce que M. Kabila a pu, c'est rassurer les Congolais de sa volonté, de son intention de quitter le pouvoir en 2016. Mis à part les élections, mais dans la vie pratique de tous les jours, qu'est-ce qu'on doit vraiment prioriser pour le Congolais? Les infrastructures, la santé, qu'est-ce qui doit être prioritaire pour la vie quotidienne du Congolais? La demande en termes de besoins des Congolais. En termes de besoins, le premier élément, c'est la sécurité des Congolais. Parce que quand vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, M. Kabila n'est pas capable de sécuriser les Congos et les Congolais. Toutes les frontières ne sont pas sécurisées. Quand je prends à Kinshasa, prenons le cas d'Ngalema. Tous les jours, on tue en Ngalema. Il y a des armes. Tous les jours, même avant-hier. Donc, c'est la sécurité la première priorité. Après la première priorité, la vie est trop chère. La vie chère. Il faut combattre la cherté de la vie. Le chômage, donc l'emploi, les gens, les travaillent. Le Premier ministre nous dit qu'on crée des emplois à tour de bras. Non. Aujourd'hui, le taux de chômage est très élevé. Vous avez plus de 80% des diplômés qui ne travaillent pas. Donc, le chômage et la valeur du travail, il faut réhabiliter le travail. L'indigence de l'emploi n'a pas trouvé de réponse, Madame Paulette. Le Congolais est mal payé, sous-payé, impayé. Et pendant qu'il y a ce salaire-là d'indigence, aujourd'hui, le gouvernement se paie le luxe d'inviter tout le monde à province pour aller faire célébrer l'indépendance du pays à Matadi. Dans l'entretemps, vous avez l'OCC, vous avez les militaires qui étaient à Kotakoli, qui se sont soulevés, vous avez les gens de l'OCC qui sont en grève, vous avez autant d'entreprises qui sont en grève. Les gens de la santé sont en grève parce qu'il y a un paiement. On vous dit qu'il n'y a pas l'argent pour les élections. Est-ce qu'on est sincère dans la gouvernance? Est-ce qu'on aime réellement le pays? Bien gouverner, c'est amener des réponses aux problèmes auxquels la population est confrontée. Question de santé, question de l'éducation, question de logement, question de la vie chère, question d'emploi. Quelles sont les réponses qu'on a menées à ces problèmes? L'eau, le courant, on n'en parle pas. Question de sécurité, question de justice. Je viens de vous dire ici, 15 milliards de dollars détournés, et on a attendu à une année de la fin de la mandature pour la propagande avec effet d'annonce à grand éclat. Non, madame. La population n'a pas besoin de la propagande. La population a besoin des actes concrets. Aujourd'hui, qu'on nous dise à 15 ans, M. Kabila a créé combien d'emplois? À 4 ans, le Premier ministre Matata a créé combien d'emplois? Quel est le taux de mortalité? Quel est le taux de mortalité? Est-ce qu'on a réduit le taux de mortalité? Le taux de croissance, il y a presque de chiffres, Franck Diongo. Quel est l'impact réel des chiffres inventés par rapport à la vie réelle? Parce qu'aujourd'hui, comment vous pouvez nous dire que ces chiffres-là sont inventés? C'est quand même trop fort. Il y a des études qui sont faites pour ça. Tout le monde sait, madame, qu'il n'y a pas de concordance entre le taux de croissance et le taux de pauvreté et l'emploi. Quand je prends à Kinshasa, combien d'emplois on a créé à Kinshasa? Prenons le cas de l'aéroport dont vous venez de parler, dont on a inauguré un nouvel aérogare. C'est la société chinoise et des Français. Est-ce que c'est une entreprise congolaise? Pour qu'on va engager combien de Congolais? Quand tu prends toutes les sociétés ici, les Chinois et tout ça, ils n'ont que du journalier. Je récite dernièrement dans mon bureau de doléances les jeunes de Paix Victoire qui travaillent en Paix Victoire. Et leur dossier entre les mains du gouverneur Kimouta, dont nous attendons des réponses, parce qu'il a pris un engagement ferme d'aller résoudre les problèmes de ces jeunes-là, qui ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Sans être engagés, en fait. Sans être engagés, alors contre les droits congolais. Donc sans avantages sociaux. Sans avantages sociaux, madame. Et on les rajeté comme ça dans la rue. Quel est l'intérêt de la jeunesse congolaise? L'exemplarité, c'est construire l'espoir, l'espérance dans la jeunesse. Ne pas donner du travail à la jeunesse, c'est sacrifier le pays.
Quel est l'intérêt de notre éducation aujourd'hui? Un système éducatif dépassé, inadapté. Aujourd'hui, quelle est la productivité de nos entreprises, quelle est la productivité de nos entreprises médicales? Vous avez vu l'hôpital des centenaires, ou cinquantenaires, je ne sais pas comment on l'appelle, ou les Indiens. Vous arrivez, les infirmiers sont des Indiens. Première difficulté, les langues, la langue même. Première difficulté, les Congolais ne parlent pas l'anglais. Les médecins qui sont à cet hôpital-là ne sont même pas inscrits dans l'ordre des médecins du Congo. On a déjà tranché sur ça. Vous voyez? Donc, on a besoin d'une politique pratique, pragmatique, qui amène de résultats concrets. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs, pour ce 5e condensé. La rédaction de Congo Web Télévision vous propose la réunion des travaux bilatérales République démocratique du Congo, République sud-africaine et le point de presse de FIB sur la publication de l'ONG Greenpeace. C'est parti pour 3 jours avec la 3e réunion des travaux du comité bilatéral RDC-RSA. Co-présidée par les représentants de ces deux pays, ces assises vont essentiellement tourner autour de la création d'une zone de libre-échange pour briser les barrières douanières entre Kinshasa et Pretoria. La détermination et la volonté de parvenir à cette fin restent largement partagées par les experts de ces deux nations. Well, I'm sure you know that we have a binational commission. Je suis sûr que vous devez savoir qu'il existe dans les deux pays une grande commission mixte bilatérale au niveau présidentiel. Nous sommes ici pour venir travailler et préparer les travaux de la grande commission. Vous savez, il y a beaucoup d'accords entre les deux pays. Il y a notamment l'accord sur le Grand Tinga. Il y a un accord entre l'OCC et sa contrepartie sud-africaine SADS. Le travail de ce comité est de s'assurer que les modalités pratiques pour la faisabilité de tous ces accords soient faites. L'aspect très important, c'est qu'il faut commencer à faire de la valeur ajoutée localement. On ne peut plus exporter nos matières premières brutes, on doit travailler ici. Donc cela va créer des emplois, parce que l'on ne peut pas demander à nos populations d'être toujours patientes. À un moment donné, on doit commencer à mettre de la nourriture sur la table. Donc l'industrialisation de nos économies va nous permettre de créer des richesses et donc des emplois. They need food on the table. So that's why we're working on this through the development of Au cours de ces travaux, les experts tant congolais que sud-africains vont également aborder divers thèmes liés notamment à l'intégration économique entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. La Fédération des industriels du bois est sortie de son silence ce mardi. Elle a tenu à éclaircir l'opinion sur les allégations rapportées récemment par Greenpeace et Global Witness, lesquelles sont selon elle sans fondement. La FIB a aussi souligné que ces deux associations ne maîtrisent ni les textes légaux et réglementaires du secteur, ni les coutumes et traditions des populations congolaises. Les enquêtes de ces deux associations sur le terrain ne sont pas objectives, a souligné le président de la FIB. Ces associations, ces ONG, Global Witness et Greenpeace, refusent de connaître les réalités du pays. Ces associations ne fournissent aucun effort pour vérifier les éléments récoltés auprès des sociétés et de l'administration forestière. Elles ne rapportent que des vieux propos issus d'Internet ou des rapports déjà publiés. Quand elles prétendent avoir enquêté sur terrain, elles se contentent d'interroger quelques individus anonymes et qui, par leurs propos, démontrent la méconnaissance du domaine forestier. La problématique de la faible exploitation forestière en RDC n'était pas en reste. Ici, le numéro 1 de la FIB donne quelques raisons qui sont à la base de cette situation. Les exploitations illicites et illégales, les pillages, les harcèlements de tous bords, les campagnes médiatiques, comme c'est le cas maintenant avec Global Witness et Greenpeace, tout ça dans le but d'anéantir l'adhésion de ces entreprises industrielles à la gestion durable. Selon la Fédération des industriels du bois, ces ONG qu'elle qualifie d'extrémistes ne peuvent pas prendre les déçus et anéantir l'engagement du gouvernement congolais vers la gestion durable des forêts en RDC.
Franck Diongo, l'association des industriels du bois ont réagi par rapport aux propos de l'ONG Greenpeace. Et ils ont carrément dit que les enquêtes de Greenpeace sont vraiment non objectives parce qu'ils ne tiennent pas compte des réalités sur le terrain de la population congolaise. Donc, c'est chaque fois la même chose. C'est pas vrai, tous ces rapports. Madame Paulette, vous êtes une femme et journaliste de renom. Vous savez que la honte dans notre pays, c'est quoi? L'Institut congolais ou l'État congolais s'est spécialisé en démenti. Ce sont des spécialistes en démenti. Ils n'anticipent rien, ils n'informent rien. Lorsque un travail est fouillé, si c'est Humanera Chouot, ils vont venir démentir sur Humanera Chouot. Toutes les structures indépendantes qui ne sont pas des Congolais, qui n'ont aucun intérêt. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun intérêt là-dessus? Qui n'ont aucun intérêt. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun intérêt par rapport à ces ONG? Dis-moi l'intérêt de l'ONG, parce qu'ils ne sont pas des Congolais, qu'on pille, qu'on ne pille pas, ils ne perdent rien. Ce sont les Congolais qui perdent. Les Nations Unies ont fait beaucoup d'enquêtes sur les pays des ressources naturelles. Vous vous rappelez, à l'époque, on a dit commission Lutondo, là. C'est pendant la transition. En 2006, j'étais parlementaire. Je suis à mon 3e mandat. Qu'est-ce que l'État congolais a fait du pillage des ressources naturelles? Quelle est cette structure congolaise qui a fait quelque chose? Je viens de vous dire l'enquête est sur l'UDEF, où l'État n'a contribué sur l'aménagement de l'aéroport. Il met de 14% et la Banque africaine du développement a financé à 86%. C'est un prêt que nous allons rembourser quand nous serons au pouvoir. On fait l'arrogance sur une dette que nous allons payer avec intérêt parce que ce n'est pas gratuit. Toutes les structures là, des ONG, chaque fois que sortent les Nations Unies, vous avez vu dernièrement, même les Nations Unies, les Nations, quel intérêt de donner un rapport? Si c'est les Nations Unies, si c'est Human Rights Watch, toutes les structures là, l'État congolais spécialiste en démenti. C'est ça la leçon qu'il faut noter. Moi, je crois à cette commission, je crois à cette ONG que c'est la vérité et à le pillage de nos richesses. Il y a mal gouvernance dans ce secteur-là. Il faut protéger les populations locales, il faut protéger l'intérêt, il faut protéger les richesses. Le bois du Congo ne profite pas aux Congolais. Ne profite pas aux Congolais. Quel est l'intérêt de ces gens-là, de ces ONG de dire que le bois du Congo ne profite pas aux Congolais? Parce qu'ils ne seront pas des Congolais, ils ne géreront pas nos richesses. Je pense que le monde a besoin, Madame Paulette, pas seulement d'un franc-parler, mais d'un parler vérité, d'un parler clair. La responsabilité, ce n'est pas de chercher l'honneur ou l'intérêt personnel. La responsabilité, c'est quoi, Madame Paulette? La responsabilité, c'est garder la loyauté, la fidélité à l'intérêt général. Nous avons suivi aussi la commission, le travail entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. On prône l'industrialisation de l'économie congolaise. On se rend compte qu'on a des richesses, mais qu'on ne parvient pas à transformer chez soi. Et pourtant, si on industrialisait un peu cette économie, on créerait des emplois et on combattra donc le chômage. C'est un cercle vicieux, en fait. Non, madame, vous savez que on ne peut pas industrialiser un pays sans électricité. On en a, nous on a tout un barrage. Savez-vous, madame, savez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous redonner une grande révélation, que le Congo achète maintenant le courant à Congo-Brazzaville. C'est pas vrai. Je dis que tout le monde est venu me démentir. Aujourd'hui, moi je vous parle, le Congo-Kinshasa achète le courant des Congo du Brazzaville. À quel barrage au Congo? Aujourd'hui, madame. Quel barrage il y a au Congo? Notez, madame. Pendant que dans les années écoulées, c'est le Congo-Kinshasa qui exportait les courants à Brazzaville, en Afrique du Sud et partout. Le taux de dessert en électricité, Madame Paulette, ça fait honte. C'est 6%, à tel point que même dans le gouvernement, on a écrit des chiffres non acceptés, non valides, que c'est 9%. C'est 6%. C'est 6%. Ça veut dire que 94% des Congolais n'ont pas vu l'ampoule. Vous allez industrialiser quel pays où 96% des Congolais n'accèdent pas à l'électricité? Industrialiser, c'est d'abord avoir de l'énergie. Avoir de l'énergie électrique. J'ai ici vu un projet de Chabani Record pour, bien entendu, l'énergie solaire. Est-ce que le gouvernement a appuyé? Est-ce que le gouvernement a soutenu?
Quelle énergie nous avons? Voilà un Congolais qui amène un projet comme ça, mais qui n'a pas été soutenu, qui n'a pas été encouragé. Alors de l'énergie solaire, c'est facile à tout le monde. Donc on ne peut pas industrialiser sans énergie, en fait. Sans énergie. Ça, ce sont des projets pour miroiter des choses qui n'arriveront pas. Moi, je suis du mouvement limité progressiste. Donc, les progressistes ont un accent sur le résultat. Et le pragmatisme. Le pragmatisme. Donc, ça, c'est miroiter à des gens qui n'ont pas la lucidité ou la maturité de comprendre. Ça s'appelle la politique démagogique. Il faut leur dire ce qu'ils désirent attendre pour l'imprégnation psychologique. Et Franck Diongo a prêté serment de loyauté à la République. J'ai prêté serment de dire la vérité aux Congolais. Je ne dirai que la vérité. Je suis disciple de Cardinal Malula. Je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Même si vous êtes seul dans la vérité, vous avez la majorité avec la population. Nous poursuivons l'avant-dernier dossier, mesdames et messieurs, c'est l'affaire Filimbi qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Plus de détails donc dans ce condensé. Et bien sûr, nous allons parler du dossier de la TNT. Le débat s'est invité ici à la semaine française, consacrée à l'audiovisuel. France 24, Canal+, TV5 Monde, l'ANEAP et les comités nationaux de migration vers la TNT ont parlé des avantages de la télévision numérique, mais aussi des difficultés qu'éprouvent les chaînes de télévision à s'y conformer. Les chaînes françaises qui se disent intéressées pensent appuyer la RDC. Nous avons une particularité aussi, c'est que notre information, elle est très tournée vers l'Afrique. Et comment ignorer en Afrique le Congo, qui à lui seul est plus grand que l'Europe, qui a un potentiel extraordinaire, une jeunesse débordante d'activité. Donc, nous pensons que nous avons tous les atouts pour être une offre complémentaire sur la TNT. Et la TNT, c'est très bien. Et c'est exceptionnel pour nous, la TNT, c'est la démocratie. En fait. Depuis le basculement le 17 juin dernier, aucun décodeur n'aurait été acheté par un Congolais, moins encore un point de vente indiqué. Jean-Jacques Ochudjema promet la solution d'ici décembre. Le déploiement du numérique avec les décodeurs, je suis un préposé du gouvernement qui suit le plan du gouvernement. Nous avons soumis, je vous ai dit, nous allons faire ça en phase, Kinshasa, Lubumbashi, et à l'intérieur du pays. C'est un plan, une feuille de route. Et je vous ai même dit que d'ici décembre, nous allons pouvoir élargir le marché en ce qui concerne les points de vente possibles pour les décodeurs. Je préférerais que vous me posiez la question en décembre pour voir si effectivement il n'y a aucun décodeur et si le numérique s'arrête à Kinshasa. Sinon, je vous dis qu'on est en train de mettre en place pour que demain, on vous dise où sont les points de vente des décodeurs. Jusque-là, l'analogie et le numérique émettent simultanément jusque pour conserver l'économie télévisuelle. Aucune précision quant à l'arrivée des décodeurs TNT à Kinshasa n'a été indiquée. Malheureusement, l'élément sur Filimbi n'a pas été choisi, mais on en parlera quand même. Filimbi, vous êtes député national, il y avait toute une commission sur ça. Hein, les conclusions ont été données que ces mouvements, il n'y a aucun indice en fait qui démontrait que le mouvement Filimbi était un mouvement terroriste, selon la commission que l'Assemblée nationale avait engagée. Madame Paulette Kimutu, notez que je parle avec beaucoup de regrets et de pincements au cœur, beaucoup de tristesse et de douleur. La commission parlementaire qui avait été dirigée par un professeur de droit et un avocat qui est membre du PPRD, dans le rapport qui a été donné aux députés, et j'avais même fait une intervention au Parlement, il a été clairement indiqué par l'ANER, par la DGM, par la police à travers tous les services spéciaux d'investigation,
que le mouvement Filimbi ne constitue pas un mouvement terroriste ou un mouvement insurrectionnel. Ça, c'est la déclaration de spécialistes qui relèvent du gouvernement. Donc, ce sont ces services-là qui orientent le gouvernement pour avoir une opinion. Mais malheureusement, les porte-parole de toutes les institutions, M. Mende, continuent à déclarer que c'est un mouvement terroriste. Donc, contrairement au service du pouvoir, donc, pas de respect au gouvernement, pas de respect à l'Assemblée nationale, et il influence la justice. Quelle est la conséquence? M. Mende doit être interpellé pour qu'il nous dise à quel moment il devient porte-parole de toutes les institutions. Porte-parole du PPRD, porte-parole du gouvernement, porte-parole du président de la République, porte-parole du pouvoir judiciaire. Parce que maintenant, c'est le pouvoir judiciaire qui enquête. Ils sont dans un procès. Pendant que le procès est en cours, un porte-parole de toutes les institutions déclare que c'est un mouvement terroriste contraire aux structures du gouvernement. Parce que les structures du gouvernement qui donnent le support au gouvernement ont dit que ce n'est pas un mouvement terroriste. Il n'y a aucun indice qui démontre. Non, ils ont dit clairement, je vous cite le service, madame. L'ANER, qui avait arrêté, a déclaré qu'il n'y a pas d'indice que c'est un mouvement terroriste. La police, qui avait arrêté, a démontré aux parlementaires qu'il n'y a pas d'indice que c'est un mouvement insurrectionnel, c'est un mouvement terroriste. La DGM, qui a fait entrer, qui concerne les services de sécurité, donc l'ensemble des services de sécurité du Congo, ont déclaré aux députés. Et les députés ont parlé en plénière télévision. Tout le monde a suivi parce que c'était une plénière télévisée. Il y a un document écrit que je peux vous remettre. D'où M. Mende tire-t-il des éléments pour dire que c'était un mouvement terroriste? Est-ce que ce n'est pas pour influencer la justice? Ou pour plaire au président de la République? C'est tout simplement cela. Mais est-ce qu'en disant des contre-vérités, est-ce qu'on aide le pays ou on aide le président de la République ou les chefs de l'État? Aujourd'hui, pour ma part, je vois M. Mende doit répondre de ce comportement devant l'interpellation parlementaire. Nous prenons donc le dossier de la TNT. En tout cas, nos spécialistes à nous, maison, nous disent vraiment, et d'ailleurs une large opinion des internautes m'ont écrit sur ma page, qu'ils ne parviennent plus à capter les chaînes TNT de l'époque. Il y avait à l'époque déjà quelques chaînes de télévision qui étaient captées sur TNT, mais depuis le basculement, le 17 juin dernier, c'est parti, on ne capte plus les chaînes TNT, mais bon, on dit que d'ici là, ça sera peut-être décanté, mais notre spécialiste maison nous a dit carrément qu'on a changé de bande. J'essaie d'expliquer à la population qui m'a posé la question pourquoi elle ne capte plus les chaînes TNT qui étaient disponibles. On a dit qu'on a changé de bande. C'est une affaire, il faut dire la vérité aux Congolais, Madame Paulette Kounouti. Je n'ai aucun indice. Les Congolais ont besoin de la vérité. Quelle est la vérité? Je vous ai dit que l'affaire de la plainte, c'est une affaire d'abord sélective, parce que dans cette affaire-ci de TNT, il faut dire la vérité. Le ministère de l'Information fait une affaire avec une entreprise. Ils ont changé de bande, de telle sorte que ceux qui avaient payé avant ont perdu, ils doivent payer encore, parce qu'ils doivent vendre les télévisions. Ils doivent vendre les télévisions avec les télévisions incorporées. Avec TNT incorporé. Avec TNT incorporé, pour faciliter à ces blancs de vendre la télévision, et M. Mende a des actions, a des intérêts là-bas. Et contre l'intérêt des Kinois et des Congolais, madame. J'ai une grande colère. Mais c'est une résolution. Non, mais le basculement à la TNT, s'il vous plaît, je vous pose, s'il vous plaît, le basculement à la TNT, c'est une résolution internationale. La RDC n'a rien fait d'extraordinaire. Madame Paulette Kimoutou. C'est international, le basculement à la TNT. Je vous en prie. L'Afrique du Sud est plus développée que nous, plus riche que nous. Ils ont reporté jusqu'à 2021, madame. La TNT? Oui. L'application de ce que vous dites d'international à TNT, c'est jusqu'à 2021. De deux. D'abord, le point de vente. Il n'y a pas aucun seul point de vente où les Congolais peuvent aller acheter les décodeurs. On nous a dit d'ici 6 mois. Hein. Madame, est-ce que vous pouvez m'écouter? Ça s'appelle de l'impréparation. Ça s'appelle le fait erreur. Un gouvernement sérieux devait présenter des excuses aux Congolais, madame. Vous ne pouvez pas proclamer le basculement alors que techniquement vous n'êtes pas prêt.
C'est une honte pour la République. Donc, on ne peut pas annoncer le basculement parce que, un, il n'y a aucun point de vente des décodeurs. De deux, pas de TV avec TNT incorporé. De trois, pas seulement qu'il n'y a pas de point de vente, même les décodeurs sont où? Ça viendra. On a commandé en Chine, c'est encore une affaire. Tout le monde sait qu'ils ont commandé en Chine, où les ministres ont des actions, ont des intérêts, ont des pourcentages. Et aujourd'hui, Madame Paulette, pendant que les Kinois ne sont pas capables de payer l'eau, de payer le courant, le gouvernement est incapable de sécuriser les gens. C'est à période électorale que vous voulez priver les gens de la télévision. Se planifier. Non, mais l'analogie et le numérique, on nous a donné 6 mois pour nous mettre en règle. Les 6 mois-là, c'est parce que leur affaire est en retard. Pour bien planifier les intérêts. Quand ils ont annoncé, ils ne vous ont pas dit qu'on va attendre 6 mois. Si la commande a été faite et que les décodeurs sont venus et que les TV sont là, on ne vous donnera pas les moratoires de 6 mois. Vous comprenez? Tout est calqué dans les intérêts, dans les affaires. Et pourquoi ces gens ne peuvent pas répondre devant l'Assemblée nationale ou devant la justice? Parce qu'aujourd'hui, cette histoire de TNT, pas seulement qu'insultant aux Congolais, mais c'est torturer les Congolais. Les Congolais qui n'ont pas un salaire. J'ai parlé de l'indigence des salaires et de l'emploi. Les salaires de misère. Il aura de l'argent pour acheter une télévision chère. Même les Congolais, dans leur télévision, qu'ils avaient payé, qui avaient un programme TNT déjà, aujourd'hui, on ne voit plus ces télé. Et les Kinois me posent des questions. J'ai reçu à mon bureau de doléances les Kinois qui se plaignent. On a besoin de gens tourner la biseau. La télévision, nous sommes déjà, on ne sait plus voir ça. Alors qu'ils ne savent pas que les ministres de l'information et tout ça, ils ont fait une affaire avec les hommes d'affaires pour qu'il y ait des intérêts. Pour vendre des télévisions incorporées avec TNT. Et commander les décodeurs en Chine. Les 6 mois là, c'est pour préparer les affaires. Ce n'est pas pour l'intérêt du Congo. Pourquoi alors l'Afrique du Sud a donné un moratoire jusqu'en 2021? C'est pour vous dire que cette tracasserie, ça trouble les Congolais. Ça, c'est priver les Congolais de leurs droits à l'information. C'est empêcher à la période électorale que les gens suivent les informations. Et les premiers à être sanctionnés, ce sont les Congolais. Ce sont les Kinois et les autres provinces. Voilà pourquoi la seule demande que j'ai formule à l'Assemblée nationale, au Sénat, au président de la République, de regarder un peu plus au Premier ministre, Madame Paulette, c'est de décaler cette histoire de TNT. Si on les fait pour les élections, alors... Jusqu'en... Non. Jusqu'après les élections. Même jusqu'en 2050, on en a pas besoin. Même jusqu'à 2021 en Afrique du Sud. Parce que ça n'a aucun enjeu pour l'intérêt du pays. D'ailleurs, si vous trouvez bien, les télévisions privées ne sont pas subventionnées. Dans la chaîne nationale, prenons le cas de Fondiongo. Depuis 2006, on ne m'a jamais accepté de passer à la chaîne nationale. L'opposition n'accède pas aux médias publics. Les médias privés qui accèdent à l'opposition de passer, vous jouez déjà le rôle de l'État. C'est pourquoi je félicite, je remercie tous les médias privés qui font accéder. Les deux sont des cloches. Et surtout dans votre émission ici. Cette fois-ci, vous appelez un opposant, autrefois, c'est un homme de la majorité. Le rôle que le pouvoir devait jouer, ce sont des privés qui les jouent. La TNT est une sanction contre le peuple congolais. Ce n'est pas pour l'intérêt de la modernité. Ok, nous allons terminer. Il faut décaler l'histoire de TNT parce que les Congolais n'ont pas de moyens, ils n'ont pas du travail. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. C'est un luxe pour l'intérêt des affaires de ceux qui sont au pouvoir. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par 2 journées internationales, celle de trafic de drogue et celle de l'anti-contrefaçon. Ces tas de cocaïne et d'héroïne
mais également des cartons de whisky et des Samarino ont été présentés puis incinérés à la coordination nationale de la police nationale judiciaire. C'est pour des raisons pédagogiques, a rassuré Jean Pailongani, commissaire divisionnaire adjoint de la police judiciaire. Lorsqu'on procède à des incinérations pareilles, c'est pour des raisons pédagogiques. Qu'on sache que tous ceux qui auront à consommer de la drogue auront affaire à la police. Et tout ce que nous saisissons, c'est destiné à la destruction avec l'autorisation de Madame le procureur général. Lorsque nous organisons de telles cérémonies, c'est pour montrer que nous marchons dans la voie de la communauté internationale. Et qu'au Congo, nous refusons la consommation de drogue. Bien avant cette incinération, des tests ont été effectués pour s'assurer de la véracité de ces substances. Ça, c'est les tests de détection rapide que nous allons tester pour connaître si les substances que nous avons suspectées est réellement bel et bien la cocaïne. Nous mettons dans un petit trou qui se trouve ici, dans notre test de détection rapide, nous avons une ampoule qui a des réactifs que nous allons briser ici. Et ce réactif va entrer ici. Pour connaître que c'est la vraie cocaïne, ça va donner le couleur après notre réactif sera en contact avec les substances. Signalons que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et les trafics illicites de la drogue. Une scénette a même été jouée pour illustrer les effets néfastes de la drogue dans le corps humain, mais aussi dans la société. La journée mondiale anti-contrefaçon a été initiée par l'Union des fabricants en France depuis 1998. Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public sur les conséquences de la contrefaçon, tant sur le plan économique et environnemental que sur le plan de la santé. La contrefaçon est définie comme étant la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'une marque ou encore l'atteinte aux droits de propriété. Selon les statistiques, les produits pharmaceutiques sont le plus contrefaits avec plus ou moins 7 millions de médicaments contrefaits chaque année, soit 10% du marché mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un médicament contrefait est un médicament qui est frauduleux et muni d'une étiquette n'indiquant pas son identité. Il peut s'agir d'une spécialité ou d'un générique qui contient le principe actif en quantité insuffisante. D'où l'implication des entreprises fabricant des médicaments dans la lutte contre ces fléaux à travers des actions concrètes de communication, la traçabilité des produits ainsi que la coopération avec les autorités administratives, policières et douanières. Aujourd'hui, les médicaments sont dotés d'un comité anti-contrefaçon composé de représentants des industriels, mais aussi de pouvoirs publics en charge de la lutte contre la contrefaçon de médicaments. De nos jours, le trafic de contrefaçon est devenu une véritable industrie dotée des sites de production et d'importants réseaux de distribution. Elle touche tous les domaines de la consommation, d'où quelques mécanismes ont été mis en place pour lutter contre ces fléaux, entre autres une mobilisation de tous les acteurs et partenaires publics, entreprises privées, le maintien d'un circuit de distribution sécurisé dans tout le domaine et le renforcement des outils de traçabilité de produits. Nous avons suivi l'élément sur la contrefaçon, mais la contrefaçon des médicaments, Faudiongo, c'est vraiment un crime. Hein? Comment on peut contrefaire des médicaments qui doivent aider pourtant à guérir l'être humain? Non, mais est-ce ça, c'est dans les commerces? En fait, c'est l'échec de la politique gouvernementale qui ne sait pas sécuriser les Congolais. C'est tout cela. Ça se fait partout dans le monde, hein, maintenant, cette contrefaçon. Mais alors, s'il y a un service de contrôle... Il y a l'OCC déjà, je pense. Un service de contrôle organisé. Parce que lorsque vous avalez un mauvais médicament, c'est la mort. C'est la mort. Soit ça va aggraver la maladie, soit ça va entraîner d'autres maladies. Parce que les maladies mal fabriquées, mal conservées, constituent, bien entendu, un empoisonnement.
le fait que les produits coûtent cher, de tels produits coûteront moins cher. Quel est le rôle du service de l'État? Voilà un élément où c'est l'État qui fait tuer les Congolais. Voilà un peu, je suis très déçu de la manière dont les Congolais sont à l'insécurité sur tous les plans. Insécurité alimentaire, insécurité dans les travails, insécurité dans les logements, insécurité face aux hommes armés. Donc, qui sauvera les Congos? Dieu seul sait. Vraiment, en quelques mots, votre mot de la fin, parce que là, nous sommes en train d'attirer. Le mot de la fin, Madame Paulette, c'est de donner un message clair. Le dialogue initié par le chef de l'État, M. Kabila, c'est pour lui servir d'avoir un troisième mandat. Moi, je ne participerai pas. Je conseille aux Congolais de s'opposer à ce dialogue. Quant au TNT, c'est une affaire qui n'intéresse pas les Congolais aujourd'hui. Ce n'est pas une priorité. Il faut décaler jusqu'à 2021 comme en Afrique du Sud. Le pays tel que le Maroc et l'Algérie, tout ça ne sont pas concernés. Pourquoi les Congolais ont intérêt? L'acharnement pour la TNT, c'est les affaires du ministre en charge de ce secteur avec les opérateurs économiques. Une affaire mal programmée, mal préparée, ils ne sont même pas prêts. Le moratoire de 6 mois, c'est pour l'intérêt d'affaires, mais pas pour l'intérêt du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Le message que le Congolais attend du chef de l'État, le 30 juin, c'est de rassurer et de garantir les Congolais qu'il va quitter le pouvoir et qu'il va organiser les élections présidentielles en 2016 et que les élections locales ne sont pas nécessaires, ne sont pas prioritaires. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Hein. Merci donc à Franck Diongo d'avoir accepté de passer à la barre. L'expression est consacrée. Merci à Papi Mandeke, à Maurice Gigandou, à la régie, à Gilles Chibambe qui a assuré la prise de vue. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Et merci vraiment pour vos suggestions et remarques sur ma page professionnelle Info7. Merci aussi, en tout cas, à vous, hein, la population qui nous êtes vraiment fidèles parce que on a tellement de chaînes de télévision et même d'autres opérateurs, mais il y a quand même des inconditionnels d'Info7. Donc merci à vous, c'est vraiment un gage d'amour et de fidélité. Nous nous retrouverons donc, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.